Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais faire une vidéo par rapport à mes jeux préférés de tous les temps. Et en premier lieu, peut-être parce que c'est le jeu le plus ancien, c'est le premier jeu que je joue sur PC, Might and Magic 6. Tiens, vous êtes beaux les gars. Might and Magic 6, donc cet excellent jeu donc, fait par 3DO en 1998. Rien que ça. Pourquoi est-ce que ce jeu me plaît? Parce que c'est un jeu de rôle, open world, même si on est sur du monde divisé en zones, parce que techniquement, faire de l'open world, c'est un peu compliqué. Et parce que ce jeu a une histoire et une ambiance absolument formidables. Je peux rester de nombreuses heures à simplement écouter la musique de ce jeu. Et à l'apprécier, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai mes personnages, je me balade dans ce monde. Évidemment, graphiquement, c'est totalement dépassé, hein, bien sûr. On est sur, comme dit, hein, sur du jeu de 1998, hein, donc faut pas en demander trop. Et c'est un jeu qui propose du combat en temps réel, qui propose du combat en tour par tour. C'est un jeu qui, si vous le jouez sans comment dire, sans spoiler ou sans le connaître, la première fois que vous y jouez, vous allez passer une bonne centaine d'heures. Quand vous le connaissez, ce jeu devient tout de suite beaucoup plus facile. Personnellement, il me faut une quinzaine d'heures pour le finir. Might and Magic 6 donc se pose. Pour 3DO, ça a été relativement un défi. Parce que 3DO avait quand même beaucoup commencé avec les Might and Magic 1 à 5 qui décrivaient une saga, Korak et Sheltem. Et sur Might and Magic 5, la saga est terminée. Et une fois que la saga est terminée, eh bien, il a fallu que les développeurs justifient la création d'un nouvel opus. Donc il a fallu qu'ils créent une nouvelle saga, qu'ils créent un nouveau monde. Et ça a quand même été assez bien géré. Le monde est cohérent. Il y a beaucoup de quêtes. Les personnages ont du charisme. L'ambiance musicale est absolument magnifique. Les donjons sont grands. Si vous ne les connaissez pas, vous allez vraiment vous y perdre. Hein, le manoir de Corlagon, voilà. Donc c'est un jeu qui a une ambiance formidable, une excellente histoire, un gameplay parfait parce que les combats sont rapides, ils se gèrent assez facilement. Vos personnages vont progresser, même si vous jouez en une trentaine d'heures, ce qui pour quelqu'un qui connaît un peu le jeu est un let's play correct. Vous allez finir aux alentours du niveau 60, 70, 80. Donc vos personnages progressent très régulièrement. Donc vous avez une vraie sensation de progression, contrairement à d'autres jeux qui ne proposent pas forcément cette sensation. Et franchement, ça c'est le gros point fort de Might and Magic 6. Vos personnages progressent, le monde est vraiment excellent, l'ambiance est parfaite, beaucoup de quêtes. Vous allez pouvoir, dans une moindre mesure, enfin d'une certaine mesure, vous allez pouvoir explorer un peu le monde. Vraiment, c'est un très bon jeu. Et moi, ça a été mon premier jeu PC et ça a été un coup de cœur. Et j'y ai passé des centaines et des centaines d'heures de jeu sur celui-ci. Je rejoue plusieurs fois chaque année. Avec des combinaisons de classes très différentes. Là, la partie que je filme, par exemple, c'est une combinaison de chevalier. Donc, je vous recommande fortement cet excellent jeu. Et on va passer au jeu suivant. En second lieu, eh bien, nous avons Lineage 2. Alors, Lineage 2, qu'est-ce que c'est? Là, c'est un MMORPG, j'ai fait quand même une playlist assez longue. Pourquoi est-ce que c'est un jeu qui me plaît? Eh bien, Lineage 2, c'est un jeu qui a une ambiance fantastique. Vous noterez que c'est ce que j'ai dit en plus grand nombre par rapport à... voilà, si je suis à Giant Scale, ça va pas aller. C'est ce que je dis en plus grand nombre par rapport à Might and Magic 6. L'intérêt, la force numéro 1 du truc, c'est
Ah, il y a des barils partout en plus. Ah, non. Donc le grand intérêt de ce jeu, c'est vraiment son ambiance. Voilà, c'est un MMORPG. Et un MMORPG monde ouvert. Donc ici, vous pouvez partir d'un bout à l'autre du monde sans temps de chargement. En tout cas, je parle des versions de Lineage 2 avant Goddess of Destruction, avant Gracia, avant toutes ces choses. Du temps où Lineage 2, il y avait une carte. La carte du monde. Et vous pouviez effectivement aller partout. Donc, en tant que MMORPG, Lineage 2 était un jeu relativement hardcore à l'époque. C'était même le jeu hardcore par excellence hein, à l'époque. Lineage 2, c'était un jeu sur lequel, si vous ne jouiez pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, vous n'aviez aucune chance de tenir tête au plus gros no life. Parce que c'est un jeu qui demandait un investissement absolument incroyable. Vraiment. C'est un jeu avec un gameplay ultra simple. De l'attaque auto. Quelques skills de temps en temps. Mais pas beaucoup parce que votre barre de mana elle est pas très loin. Et en fait, c'est un jeu avec des combats relativement rapides, même quand vous jouez les temps. Ce qui pour un MMORPG était tout à fait agréable. Le monde avait vraiment une musique qui était fantastique. La direction artistique était magnifique. Vous aviez des paysages absolument féeriques. Et le tout avec, même si c'était coréen, c'est un jeu coréen, il y avait quand même un côté relativement réaliste dans les graphismes. On n'était pas dans la recherche absolue de l'effet le plus kikou, des épées qui font 3 fois ta taille, ce genre de choses. On était vraiment sur quelque chose qui permettait de faire du roleplay. Et c'est peut-être le MMORPG que j'ai connu sur lequel il était le plus facile de faire du véritable RP. C'est un jeu qui fournissait tout ce qu'il fallait pour. C'est un jeu qui était énorme, avec des zones très différentes et beaucoup d'endroits sans monstres. Enfin, beaucoup. Certains endroits sans monstres, même si parfois il fallait savoir aller les chercher, hein, ces endroits sans monstres. C'était pas forcément évident de les trouver. Mais ça permettait de faire des activités autres que du bash. Parce que c'était quand même un MMORPG basé beaucoup sur le bash. Donc là, je vous montre le gameplay hein, de ce jeu, c'est ultra simple. Hein. J'utilise pas de skills. Pourquoi? Parce que les skills, comme dit, c'est un personnage qui est pas très porté sur les skills. Je pourrais utiliser des skills. Hein. Je pourrais lui faire du life leech, aller pour le poulet, etc. Mais vraiment, un excellent jeu, un monde parfaitement ouvert, parfaitement bien décrit, avec tout ce qu'il faut, un bestiaire énorme, beaucoup de variétés, une ambiance fantastique, une obligation de jouer en groupe, donc un côté social tout à fait développé, un jeu prenant, un jeu ultra addictif, et les monstres se tuent extrêmement vite, donc tu as toujours l'envie de te dire, mais le prochain monstre, est-ce qu'il va me dropper quelque chose d'intéressant? Et vraiment un jeu hardcore, à la base, et c'est pour ça que beaucoup de gens y ont joué sur serveur privé pour rendre le jeu beaucoup moins hardcore. Mais c'était un excellent jeu. En plus, graphiquement, je veux dire, voilà quoi, c'est un jeu qui a de la gueule, c'est un jeu magnifique. C'est vraiment, c'est un MMORPG. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à y aller sur un serveur privé parce que c'est un très bon jeu. Et moi, il y a un truc que je peux faire vraiment, c'est rester assis en ville pendant 3-4 minutes juste à écouter le thème musical. Et je me plonge là-dedans et je me plonge dans ce monde. Et c'est un monde parfaitement bien incarné. Donc vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour moi, un excellent jeu. En 3, je mettrai Avernum Escape from the Pit. Donc Avernum 1. Et non pas le Avernum 6 dont je fais un let's play. Alors. Avernum 1.
Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu de rôle, là encore monde ouvert, mais avec les standards Spiderweb. C'est-à-dire un jeu avec des graphismes ultra datés, mais vous vous baladez dans ces terres souterraines avec votre groupe de 4 personnages et vous allez explorer des galeries pendant des dizaines d'heures et essayer d'aller mener à bien des quêtes. Vous allez avoir par contre beaucoup de lecture. C'est un jeu de rôle un peu à l'ancienne. Vous allez avoir beaucoup à lire, beaucoup de murs de texte sur les Avernum. Alors, ici on est chez le dragon, non, par exemple? Non? Je ne sais plus. Ici on a déjà été, apparemment on a déjà tué tout le monde. Donc votre groupe de personnages se promène, il explore les cavernes, et franchement, qu'est-ce que j'aime sur ce jeu? La liberté. C'est un jeu sur lequel vous allez être libre. Vous allez avoir beaucoup de villes dans lesquelles vous promenez, des PNJ à qui parler, des quêtes à récupérer, des marchands avec qui échanger. J'ai des personnes, par exemple, assez avancées, et j'ai beaucoup de quêtes. Il y a de manière générale, tout simplement, une quantité énorme de quêtes. Et les quêtes ne sont pas, justement, toujours faciles. Et vous avez un vrai sentiment de progression sur ce jeu. Là, actuellement, j'ai des persos niveau 25 sur cette sauvegarde. Je dois avoir 35 heures de played. Et donc, c'est du jeu de rôle, combat tour par tour. Est-ce que j'ai pas un combat à mener dans le coin? Non, malheureusement. J'ai déjà tout nettoyé par ici. Et mais quoi qu'il en soit, on est vraiment sur... si vous aimez les aventures avec beaucoup de texte, mais en même temps un gameplay quand même très prononcé. Ah tiens, on va se battre contre des ogres. Des géants même. Alors, donc on a vraiment un système de combat qui est bien gaulé. On a un système de jeu qui est plutôt bien gaulé. Des mécanismes qui sont bien foutus. Des personnages qui ont un vrai sens de... Vous les sentez vraiment progresser, je veux dire. Honnêtement, c'est un jeu qui certes n'est pas très beau, mais qui est très prenant. Vous allez commencer votre aventure, et on va commencer à vous donner des quêtes. Et vous allez commencer à faire ces quêtes. Et puis ça va vous débloquer d'autres quêtes et d'autres quêtes. Et petit à petit, vous allez vous prendre au jeu. Et vous allez vous prendre à vous poser la question, mais qu'est-ce qui va arriver finalement à Avernum? Est-ce que le royaume va s'en sortir? Est-ce que les gens vont survivre? Est-ce que je vais réussir à mener ma quête? Et honnêtement, vous avez un système de combat qui est très simple, qui est super bien gaulé, qui est super efficace. Je veux dire, que demander de plus, quoi. Donc vous vous promenez, c'est vraiment ça, c'est le maître mot sur ce jeu, la liberté. L'ambiance est sympa, vous avez des bruitages comme ça, là on entend un peu le vent qui souffle dans les cavernes. On a plein de petits bruits d'ambiance. Et honnêtement, c'est vraiment un jeu très réussi. De manière générale, les jeux Spiderweb sont d'excellents jeux de rôle. Vous êtes libre, vous allez vous battre, vous allez faire des quêtes. Tout ce qu'on aime dans les jeux de rôle. Vous avez voilà, tout l'arbre de compétences pour vos personnages. Un système d'attributs à augmenter. Et bien évidemment, le loot à faire, à améliorer. Tous ces objets. Au fur et à mesure que vos quêtes vont avancer, vous allez vaincre des boss, vous allez choper des loots, vous allez progresser, vous allez avancer. Vous allez trouver une histoire qui est ultra prenante, une histoire qui est vraiment bien faite, le tout étant assez cohérent. Et vraiment, ce jeu vaut beaucoup aussi pour sa qualité d'écriture. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de textes sur les jeux Spiderweb, mais vraiment wall of text, quoi. Mais les textes sont vraiment excellents. Et vous avez souvent plusieurs façons d'aborder les personnages ou les quêtes. Et même si c'est pas aussi riche en choix qu'un Fallout, New Vegas ou qu'un LX, ça reste un jeu qui pour moi est excellent. Et voilà, si vous aimez les jeux qui vous tiennent en haleine,
qui savent vous raconter une histoire, qui savent vous mettre dans la peau de personnages, qui savent vous proposer du défi, tout en vous donnant un sentiment de progression assez régulier, donc un jeu assez gratifiant, tout en étant pas facile. Vraiment, je vous le recommande chaudement. Pour moi, c'est l'un des meilleurs jeux de rôle sur PC. Si vous aimez l'open world, si vous aimez les jeux qui vous prennent pas la main, parce que vous n'avez pas ici d'indicateur pour les quêtes, c'est on te donne des indications et après c'est toi qui te démerdes. Donc tu pars dans le monde, tu explores, tu découvres. Voilà. Et à partir de là, tu bâtis une aventure unique et exceptionnelle, longue et très prenante. Donc vraiment, vraiment, si vous aimez vous perdre dans un jeu, si vous aimez vous fondre dans un monde qui est parfaitement décrit, qui est parfaitement bien fait, ce Avernum Escape from the Pit, il est pour vous. Voilà. Alors, quatrième, un jeu de stratégie, pour changer un peu. Et ce sera Heroes of Might and Magic 3, évidemment. Alors pourquoi je dis évidemment? Parce que bah, là encore, pour moi, c'est un jeu que on m'a offert pour mon anniversaire en 1999. Vous voyez, c'est pas récent. Bah, de toute façon, il est sorti au printemps 1999. Et depuis, j'y joue toujours. Là, je vous montre la version HD. Parce que la version HD, si vous aviez à l'époque la version complète, si vous achetez la version HD, alors vous allez me dire, ah, j'ai le jeu en double. Ouais, mais du coup, vous pouvez utiliser le générateur aléatoire de cartes sur la version HD. Et le générateur aléatoire de cartes, c'est quand même le truc le plus classe sur Heroes of Might and Magic. Alors, Heroes of Might and Magic, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de stratégie, comme vous voyez ici, avec comment dire, comme richesse le fait d'être en tour par tour. Et du coup, on est très loin des jeux un peu galères. Non, là, il n'y a pas de guild de mage. Niveau 4, là, il n'y a pas. Donc, on n'est pas sur quelque chose que je déteste, à savoir les jeux de stratégie en temps réel. Parce que vraiment, pour la stratégie en temps réel, c'est pas possible, quoi. Il me semblait que l'un d'entre vous avait un parchemin à donner à notre amie Tante. Donc, honnêtement, ce jeu, qu'est-ce qu'il a pour lui? Bah, il a pour lui que sa jouabilité est exceptionnelle. C'est un jeu qui est facile à prendre en main. Et en même temps, c'est un jeu qui est difficile à maîtriser. Ça a été sa grande force. Heroes 3, vraiment, l'interface, elle est parfaite. Pour un jeu de stratégie, il est super bien fait, il est bien expliqué. Que demander de plus? Il n'y a pas besoin d'essayer de faire 150 actions par minute, vous avez tout le temps. Là, par exemple, je prends le temps, hein, je veux dire, mon héros, voilà, il avance à son rythme. Et c'est un jeu, en fait, de conquête stratégique. Vous devez bâtir des villes, vous commencez avec une cité, vous devez y construire tout un tas de bâtiments. Et ça vous servira à produire des troupes et à produire de l'or pour recruter ces troupes. Et à partir de là, vous allez devoir partir à la conquête du monde, donc pour conquérir d'autres cités, vaincre des ennemis. Et c'est quand même un jeu qui est relativement porté sur le combat. Et la diplomatie peut être utile aussi si... bon, la diplomatie, il n'y en a pas, hein, à vrai dire, c'est juste que sur certaines cartes, vous avez des alliés. Sur d'autres cartes, vous n'en avez pas. Un système de combat assez bien gaulé. Et encore, on est sur du tour par tour, avec un système d'initiative qui est assez clairement expliqué, assez bien mis en place. On a un petit côté jeu de rôle, puisque vos armées sont dirigées par des héros. Les héros ont une feuille de personnage, ils gagnent de l'expérience, donc ils gagnent des niveaux, ils ont leurs caractéristiques qui augmentent. Ils acquièrent et développent des compétences, ils apprennent des sorts. Avec ces sorts, ils vont pouvoir être plus efficaces au combat. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'aller conquérir les villes des adversaires. On est sur un jeu avec une belle ambiance, avec une belle musique. Là, ce sont les mêmes
compositeur que sur les Might and Magic, hein, bien sûr. C'est aussi un jeu 3DO, hein, comme les Might and Magic. Et c'est un jeu qui est sorti en 1999, donc quelques mois après Might and Magic 6. Et c'est le jeu qui fait le lien entre Might and Magic 6 et Might and Magic 7, justement dans la saga des Might and Magic. Nous avons donc affaire ici à quelque chose qui est relativement rodé au niveau du gameplay. C'est le successeur de Heroes of Might and Magic 2, qui avait à peu près un gameplay similaire, mais moins poussé, moins travaillé. Donc sur Heroes 3, les développeurs ont décidé de pousser à son paroxysme le principe même du jeu, donc avec du tour par tour, avec des villes qui vont être de plus en plus équilibrées, avec des créatures toujours plus nombreuses, toujours plus équilibrées, avec des sorts toujours plus nombreux. Et vous avez une campagne, enfin vous avez même 7 campagnes sur cet opus, qui sont assez difficiles et il faut vraiment maîtriser le jeu pour arriver au bout des campagnes. Je veux dire, moi à l'époque quand j'ai commencé ce jeu, il m'a fallu plus d'1 an avant de réussir à gagner plus de 2 ou 3 scénarios de campagne. Donc on est vraiment sur un jeu qui n'était pas facile. La prise en main, encore une fois, est simple, mais derrière... être capable de battre des monstres errants, c'est une chose. Être capable de gagner un scénario de campagne où vous commencez avec une ville alors que les adversaires en ont 5, c'est autre chose. Et ouais voilà, ce jeu est donc riche, très riche, en possibilités stratégiques, parce que très souvent, entre les différentes villes, vous avez beaucoup de chemins possibles. Il faut que vous surveilliez les différents chemins possibles. Vous allez avoir intérêt à envoyer des éclaireurs, hein, pour découvrir le monde, prévoir les actions de vos adversaires, et savoir aussi comment vous allez développer vos villes. Est-ce que vous faites plutôt des centres de production en masse, plutôt quelques centres de production et beaucoup de centres pour gérer de l'or? Est-ce que vous avez un seul héros avec une grosse troupe et puis vous essayez de faire des troupes de briques et de broc? Est-ce que vous essayez de répartir vos troupes de manière équitable pour essayer d'attaquer plusieurs fronts à la fois? Tout ça, effectivement, ça ouvre la porte à de très nombreux choix stratégiques. Et ce jeu, outre son ambiance, moi je le trouve très joli en version HD, je trouve que c'est un jeu qui a beaucoup de charme. C'est un jeu qui tourne très bien, forcément, c'est un jeu qui n'est pas gourmand. Et c'est un jeu qui, littéralement, avec son générateur aléatoire de cartes, va vous offrir des quantités infinies d'heures d'aventure. Parce que... parce que vous pouvez recommencer chaque carte, et chaque carte que vous allez créer est unique. C'est une situation différente des autres. Et honnêtement... c'est un jeu qui moi, me colle toujours le syndrome du One More Turn. Je sais pas m'arrêter sur ce jeu. Je veux dire, j'ai toujours envie de faire un tour de plus, même quand je dis que je m'arrête. Parce que, mais là, il y a des ressources en plus, et là, il y a un combat en plus que j'ai envie de faire, et là, il y a ce héros que j'aimerais combattre et vaincre. Donc, oui, j'ai envie de faire ce tour de plus, histoire de... Et quand j'aurai fait ce tour de plus, au tour d'après, il y aura encore plus de ressources, et un autre héros, Et en fait, c'est entre guillemets, c'est sans fin, quoi. Donc, c'est vraiment un jeu ultra prenant. C'est un jeu vraiment ultra bien fait. C'est un jeu très bien pensé. Très sincèrement, je veux dire, c'est le meilleur jeu de stratégie en tour par tour auquel j'ai joué. Et dans la série des Heroes of Might and Magic, il est largement supérieur aux autres héros de la série. Alors oui, je parle de ce jeu un peu plus longtemps que ce que j'ai parlé des autres jeux avant. Tout simplement parce que c'est vraiment un très bon jeu et que ça me dérangerait un petit peu de ne pas en parler plus que ça. Vraiment, si vous aimez les bons jeux de stratégie, si vous aimez les jeux qui vont vous vraiment, comment dire, vous garder en haleine, parce que c'est le but ici, vous garder en haleine, et ce jeu il est fait pour vous, et vous allez vraiment passer de très nombreuses heures
à lutter, à essayer de défendre vos villes, à essayer de conquérir des villes de vos adversaires. Et ouais, vraiment, c'est une source de plaisir absolument incroyable que ce Heroes of Might and Magic 3. Et si vous aimez les jeux de stratégie en tour par tour, même s'il est vraiment plus orienté conquête stratégique que stratégie pure, hein, on n'est pas sur un jeu ici à la civilisation, on n'est pas sur un 4X, on n'est pas sur un jeu qui va être aussi poussé sur tout ce qui est découverte du monde, mais on va être sur un jeu de conquête stratégique, donc il va falloir aussi pas mal vous battre. C'est-à-dire, il gère parfaitement bien tout ce qui est autour du combat, ce jeu. Donc un système de combat qui est plutôt bien foutu et un système de développement de héros. Bref, voilà. Moi je vais pas mener ce combat à son terme. Enfin je vais le faire mais off caméra. Et je vous dis bah à bientôt. Enfin pas à bientôt non. À tout de suite pour un autre jeu. Alors, on va terminer ce top 5. D'une façon somme toute normale par mon jeu le plus joué sur Steam. Alors si vous regardez mon compte Steam, vous verrez c'est Civilization 6, oui comme j'ai déjà expliqué en fait c'est ma copine avec qui je partage mon compte Steam qui joue. Moi mon jeu le plus joué sur Steam de tous les temps c'est Fallout New Vegas. Et à tout seigneur, tout honneur, nous allons donc quand même aussi forcément en parler un peu parce que s'il y a bien un jeu que je recommande en jeu de rôle, c'est bien Fallout New Vegas. Ce massacre me ravit au plus haut point. Alors, bon, je vais reprendre notre save parce que là nous sommes clairement sur le save qui avait à la fin du jeu, bien sûr. En réchappa encore. Alors, donc pourquoi Fallout New Vegas? Eh bien, parce que Fallout New Vegas, c'est un jeu qui est la quintessence de l'esprit Fallout. Fallout, c'est une franchise qui a commencé à la fin des années 90. Et cette franchise a pour caractéristique plusieurs choses. D'abord un côté monde ouvert, ensuite un côté libre. Le jeu ne vous prend pas par la main, il vous dit pas fais ci, fais ça. Il va vous mettre des bâtons dans les roues si vous essayez d'aller dans des endroits un peu trop haut niveau. Mais vous pouvez toujours arriver à contourner d'une façon ou d'une autre pour arriver à passer. Les Fallout, là où ils se démarquent du reste de ces jeux open world, c'est surtout parce que il a des traits de caractéristiques qui sont uniques, à savoir la cruauté, la méchanceté. Ce ne sont pas des traits obligatoires. Votre personnage peut être un ange, votre personnage peut être parfaitement sympathique, gentil, agréable, il peut être serviable, faire les quêtes avec plaisir. Votre personnage peut aussi être un enfoiré. Donc là, on va pas regarder non plus le début du jeu parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais du coup, effectivement, c'est un jeu sur lequel vous pouvez choisir d'être gentil. Vous pouvez choisir d'être un enfoiré. Vous pouvez aussi choisir d'être aucun des deux. Ni gentil, ni méchant. Donc, jeu de rôle open world, avec une vue à la première personne. Donc ça, j'aime beaucoup. Ça me rappelle les Might and Magic. Hein. Et c'est un jeu avec un gameplay un peu FPS. Mais vraiment, ce qui me plaît sur les Fallout, et sur Fallout New Vegas en particulier, parce que l'écriture d'Obsidian, elle est absolument excellente sur ce jeu. Vraiment, ce qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir me dire, si j'ai envie d'être un enfoiré, eh ben, je peux être un enfoiré. Oh là, oh là, oh là, oh là. Et donc, effectivement, je peux me dire, je peux résoudre les quêtes par l'un par l'autre. Je peux résoudre les quêtes en étant gentil. Je peux résoudre aussi les quêtes en étant un enfoiré. Je peux décider de tuer tout le monde. Pourquoi pas, hein. Là, j'ai pris une quête ou une sauvegarde où, dans toute évidence, je ne peux pas tuer tout le monde. Mais voilà, vous êtes vraiment sur un jeu qui va vous permettre pas mal de liberté à ce niveau-là.
Et par contre, voyez, vous pouvez effectivement aller sur des endroits où vous n'êtes pas censé aller. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Hein. Je ne suis pas du tout censé aller là où je suis. Et du coup, les monstres me tuent. Parce que ce sont des monstres extrêmement forts. Mais ça, voilà, ça c'est le principe d'un open world. Un open world, sur un open world, si tu veux aller te friter à des compétences, à des ennemis qui sont trop haut niveau pour toi, le jeu ne doit pas t'empêcher de le faire. Et ça, sur Fallout New Vegas, ben c'est possible. Et du coup, tu peux décider de rejoindre une faction rapidement, tu peux décider de partir directement sur des endroits où les monstres sont trop forts, tu peux décider de suivre tranquillement la trame que le jeu te propose. Le jeu te propose une trame, hein, il te prend assez par la main, mais si tu n'as pas envie de te faire prendre par la main, tu peux tout à fait prendre la tangente et partir de manière tout à fait différente. Et c'est ce que j'aime faire sur ce jeu. Le jeu, on va regarder la carte, d'abord je vais juste regarder si j'ai un truc en anti-poison, mais non, donc si j'ai pas anti-poison, de toute façon je vais décéder. Donc si on regarde la carte du monde, voilà, on va dire que c'est un rectangle. Vous commencez ici et le jeu veut vous faire logiquement passer par le sud, contourner, revenir au nord ici. Or moi ce que j'aime c'est partir là et partir directement au nord sur ce côté-là. C'est pas du tout ce que le jeu veut faire et il te met un certain nombre de barrières comme les monstres que je viens de combattre, les cazadors, que tu n'es pas censé tuer à bas niveau, mais que tu peux réussir à tuer à bas niveau si tu t'y prends bien et si tu sais prendre un bon compagnon avec toi. Et c'est là qu'est toute la richesse du jeu. La première fois que tu vas jouer à Fallout New Vegas, eh ben forcément tu vas te laisser entraîner par la trame, et après tu commences à connaître un peu le jeu et tu vas commencer à essayer de faire autrement. Et c'est un jeu qui a une rejouabilité très importante parce que d'abord, il y a 3 factions, tu peux rejoindre chacune des 3 factions, ou tu peux décider de ne rejoindre aucune faction et de la jouer pour toi, en mode total égoïste. Et ça c'est bien aussi. En fait, tu peux prendre beaucoup de quêtes sous plusieurs angles différents. Tu peux décider d'être un enfoiré, tu peux décider d'être un enfant de cœur, tu peux être un opportuniste, tu peux travailler pour une faction, et puis décider finalement de leur tirer dans le dos parce que tu as envie d'être un enfoiré et que tu as envie de bosser pour quelqu'un d'autre. Et enfin voilà, c'est un vrai jeu de rôle. C'est assez rare les vrais jeux de rôle sur PC. Dans un jeu de rôle, le principe c'est que tu es libre et tu fais ce que tu veux. Un maître du jeu sur un jeu de rôle sur table ne va pas te forcer à rejoindre une faction donnée. Il ne va pas te forcer à avoir un comportement donné. Si vous prenez Fallout 4, vous avez un comportement qui est généralement plutôt guidé par le jeu. Un vrai jeu de rôle, non. Le jeu ne vous guide pas. Vous prenez par exemple Skyrim. Le jeu va quand même relativement vous guider. Alors oui, vous avez le choix entre rejoindre les soldats de l'Empire ou les sombrages. Bon, mais en dehors de ça, vous n'avez pas vraiment de choix dans votre comportement par rapport aux autres. Or, le principe d'un jeu de rôle, c'est ça. C'est vous choisissez comment vous jouez votre personnage, comment vous voulez vous comporter par rapport aux autres. Et par rapport à ça, Fallout New Vegas, c'est vraiment la quintessence des Fallout, parce que lui vous permet d'être véritablement un enfoiré, un esclavagiste, un assassin, un meurtrier. Si c'est ce qui vous botte, il faudra en payer les conséquences, il faudra assumer vos choix, mais vous pouvez faire ce choix si vous le voulez. Et c'est tellement rare d'avoir des jeux qui vous laissent vraiment aller à fond. Vous voulez être un enfant de cœur, le jeu vous laisse aller à fond dans cette direction. Vous voulez être neutre, le jeu vous laisse aller à fond dans cette direction. Vous voulez être un enfoiré, il vous laisse aller à fond dans cette direction. Il y a un humour noir qui est omniprésent, beaucoup d'ironie, beaucoup de sarcasme. Franchement, ce jeu-là, c'est une vraie perle. C'est un jeu qui peut se terminer en 70-75 heures. Je parle sans DLC, parce que bon, moi, les DLC, les mods, c'est pas mon truc. Par la suite, quand vous connaissez le jeu, vous pouvez le finir en une trentaine, quarantaine d'heures. Mais c'est un jeu qui est toujours intéressant. Vous pouvez aller à beaucoup d'endroits. Le seul petit bémol sur ce jeu, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de murs invisibles.
Mais vous pouvez aller à pas mal d'endroits, vous pouvez visiter, explorer, il y a pas mal de cavernes qui sont cachées et que vous pouvez trouver et dans lesquelles vous allez trouver des monstres pas toujours sympathiques, des petits trésors, des petits... Enfin bref, un jeu de rôle avec de la liberté, de l'exploration, un vrai jeu de rôle où vous pouvez vraiment décider de comment vous allez vous comporter. Et que demander de plus, quoi. Vraiment. Fallout New Vegas. Les Fallout, c'est une... bon, les Fallout, le 1 et le 2 hein, sont vraiment des jeux de référence. Les Fallout, Bethesda, pour moi, le seul qui trouve grâce à mes yeux, c'est celui qui n'est pas fait par Bethesda, c'est celui qui est fait par Obsidian. C'est New Vegas. Mais sincèrement, si vous aimez ça, ce côté libre, ce côté je fais du jeu de rôle, je choisis la destinée de mon personnage et je l'incarne. Si vous voulez être un psychopathe cannibale, vous pouvez être un psychopathe cannibale. Vous amusez à vous introduire chez les gens la nuit pour les tuer et les manger. Vous pouvez, je veux dire. Et évidemment, ça n'a aucun intérêt en termes d'histoire du jeu. Mais si c'est ce que vous voulez faire, si c'est le personnage que vous voulez incarner, eh ben, vous pouvez. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de jeux un peu plus récents. Et on fera pas un détour sur les jeux un peu plus récents, sans passer bien évidemment par Lords of Shulima, donc le jeu sur lequel j'ai fait le plus d'épisodes sur ma chaîne. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est un jeu qui est ultra prenant. Alors c'est un jeu qui est prenant pour des raisons totalement différentes des jeux que j'ai présentés précédemment. Donc je vous le dis tout de suite. C'est pas un jeu qui est prenant parce que il est libre, parce que il est grand, parce qu'il y a un côté exploration. La liberté sur ce jeu est très restreinte. Donc c'est pas ce qu'il faut chercher sur ce jeu. Mais ce jeu, ce qu'il a pour lui, c'est un gameplay très solide. Et une rejouabilité énorme selon la composition de votre groupe. En fonction de la composition de votre groupe, en fonction de la difficulté du jeu, vous allez avoir des angles d'attaque du jeu radicalement différents. Radicalement. Et donc au niveau du jeu, qu'est-ce que Lords of Shulima? Bah, c'est un RPG. Alors je dis pas jeu de rôle, même si c'est censé être la même chose. Parce qu'un jeu de rôle, surtout après avoir parlé de Fallout New Vegas, il n'y a pas de côté jeu de rôle sur Lords of Shulima. Je veux dire, vous avez un personnage principal qui est Golem. C'est un mec qui n'a pas de charisme, qui est un tocard au combat. L'histoire, tant que vous n'êtes pas à la toute fin du jeu, elle va vous sembler la plus... comment dire, la plus générique de l'univers. Par contre, si vous allez au bout de l'histoire, franchement, à titre personnel, je la trouve super bien l'histoire. Encore une fois, encore faut-il que vous alliez au bout pour pouvoir en tirer le maximum. Donc c'est un système tour par tour. C'est-à-dire que en fait, sur la carte du monde, personne ne bouge à part vous. Et le temps ne passe que quand vous avancez. Tant que vous n'avancez pas, le temps ne passe pas. Et en combat, c'est du tour par tour. Vos personnages en bas, les personnages adverses en haut. Je veux pas dire qu'il y a un côté un peu tactique. Ce serait un petit peu exagéré de parler de côté tactique sur ce jeu. Mais c'est quand même un jeu sur lequel vous avez une barre d'initiative et il faut quand même adapter votre jeu à ça. Parce que essentiellement c'est un jeu qui se rapproche un peu plus d'un dungeon crawler en fait. C'est-à-dire beaucoup de combats. Il n'y a pas beaucoup de donjons dans ce jeu et les donjons sont assez courts. Donc parler de dungeon crawler c'est assez original. Mais quelque part c'est pourtant ce dont se rapproche le plus ce jeu. On est vraiment sur quelque chose qui fait la part belle au combat. Alors ce sera donc comme dit surtout du combat en extérieur, mais vous allez arriver dans des zones, il y a des monstres qui sont là, qui sont stationnaires, et il y a des monstres errants. Et vous allez chercher les monstres, et après avoir trouvé les monstres, vous allez parfois avoir du trésor.
Et avec ce trésor, vous allez équiper vos personnages, vous allez pouvoir leur acheter des points de compétences pour les développer, pour aller chercher des zones un peu plus haut niveau, avec des monstres un peu plus haut niveau, avec des combats un peu plus difficiles, etc. etc. Donc c'est un jeu qui est pas tellement, qui repose pas tellement sur une qualité d'écriture, pas comme un Fallout New Vegas, pas comme un Elex par exemple. C'est un jeu qui repose sur une qualité de gameplay. Le gameplay sur ce jeu, il est bon, il est solide. Et c'est un jeu old school. Sur les jeux old school, usuellement, vous allez quand même voir que... comment dire? Il y a beaucoup de puzzles. Voilà, c'est ça. Et sur ce jeu, il y a un certain nombre de puzzles façon old school. Et il y a pas mal de choses qui sont quand même un petit peu cachées. Par exemple, en ville, vous avez des coffres qui sont cachés. Si vous ne le savez pas, là par exemple, il y a un coffre derrière cette maison. Si vous n'aurez pas vraiment bien les yeux, vous ne le voyez pas. Si vous ne savez pas qu'il est là, c'est difficile de le deviner. Là, il y a un coffre ici. Là derrière, là, dans cette maison, là où j'ai la souris. Si vous ne le savez pas, bah, il faut quand même fouiller un peu. Donc c'est intéressant d'aller fouiller. C'est un jeu qui est très prenant vraiment pour son gameplay. C'est un jeu qui vous donne envie de faire le combat de plus. Un peu comme un Heroes 3 vous donne envie de faire un tour de plus. Comme Lineage 2 vous demande de tuer un mob de plus. Là vous avez envie de faire toujours un combat de plus. Parce que bah, ça vous approche du prochain niveau. Parce que ça vous approche du trésor. Ça vous approche d'un objet spécial. Ça vous approche du PNJ qui peut vous faire avancer sur la quête et du coup éventuellement vous faire avancer vers un donjon parce que les donjons sont super intéressants sur ce jeu. Je trouve qu'il y a une ambiance, il y a une musique d'ambiance qui est géniale dans les donjons. Donc pas mal de puzzles. C'est un jeu où il faut se creuser un peu la tête. Ce serait dommage d'aller chercher trop de spoilers pour ce jeu. Parce que si vous cherchez des spoilers pour ce jeu, vous allez en perdre la moitié de l'intérêt. Les puzzles font partie intégrante du jeu et il y en a comme un certain nombre sur celui-là. Donc vraiment un jeu old school qui se rapproche un peu plus d'un dungeon crawler façon old school, même s'il n'y a pas les donjons. Mais voilà, c'est vraiment un jeu addictif. Et c'est un jeu qui a une richesse extraordinaire parce que, encore une fois, si vous variez les compositions de groupe, vous allez avoir des gameplays tout à fait différents. Et des résultats tout à fait différents en fonction des différents combats que vous allez mener. Et du coup, vous allez peut-être plutôt commencer par certaines zones que par d'autres, parce que ça correspond plus à ce que vos personnages peuvent gérer facilement, en fonction de vous jouez quoi sur le stun, sur les dots, sur beaucoup de magie, pas beaucoup de magie. Donc en fonction de ça, bah, vous allez pouvoir essayer d'organiser votre aventure parce que c'est un jeu qui n'est quand même pas facile, hein, Lords of Shulima. Une fois que vous comprenez ces mécanismes, vous arrivez à comprendre comment le gérer pas trop mal. D'ailleurs, même en mode vétéran, c'est un jeu qui, une fois passé le niveau 8-9, devient bon, relativement, je ne vais pas dire simple, mais c'est plus un jeu où vous prenez la tête, quoi, si vous savez jouer. Mais c'est vraiment un jeu sur lequel, pour moi, il n'y a pas de lassitude. Ok, à la fin du jeu, les combats deviennent très longs et ça peut être un peu fastidieux. Mais à titre personnel, il n'y a jamais de lassitude sur ce jeu. J'ai toujours envie de faire le combat de plus. Donc un jeu qui est intéressant, que je recommande. Là, par contre, encore une fois, pas pour les mêmes raisons qu'un Fallout New Vegas ou qu'un Might and Magic 6. Qui eux sont plutôt pour leur liberté, pour leur ambiance, pour des choses comme ça. Celui-ci je le recommande, mais vraiment pour son gameplay et son côté un peu addictif. Alors en 7ème, on va partir sur le jeu le plus récent de cette sélection. Un jeu qui est sorti il y a tout juste un mois, un peu plus. Et qui pour moi a été un super coup de cœur, c'est Elex. Elex c'est quoi? Déjà c'est un jeu Piranha Bytes. Donc c'est beaucoup à rapprocher des Gothic, des Risen, mais qui sait en même temps se rapprocher d'un Fallout New Vegas. Je dis bien New Vegas, pourquoi? Parce que ce jeu est comment dire, un jeu très libre.
C'est un vrai jeu de rôle. Et quand je dis jeu de rôle, ça veut dire quoi? On va le prendre sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous commencez, vous arrivez dans un monde, vous êtes faible, vous vous réveillez, vous êtes faible, vous avez tout oublié. Et ce monde, il y a 4 factions. Il y a une faction de super méchants et 3 factions, entre guillemets, moyennes. La faction des super méchants, c'est votre faction d'origine, mais vous ne pourrez pas la rejoindre. Hein. Eux, ils veulent vous tuer. Donc vous allez avoir à chercher de l'aide auprès des factions moyennes. Et vous choisissez la faction que vous voulez. Là où ce jeu est intelligent par rapport aux autres jeux Piranha Bytes, c'est que quand vous choisissez une faction, ça ne vous empêche pas du tout de faire les quêtes chez les autres factions. Et donc vous choisissez la faction que vous voulez et vous pouvez vous comporter comme vous voulez. Si vous voulez être un enfant de cœur, vous êtes un enfant de cœur. Si vous voulez être un enfoiré, vous êtes un enfoiré. Et ce jeu, c'est à ma connaissance le jeu, enfin en tout cas parmi les jeux que j'ai joués, c'est le jeu sur lequel vos actions ont le plus d'influence. Je veux dire par là, il y a énormément de quêtes, mais quand je dis énormément, c'est énormément, sur lesquelles vous avez plusieurs angles d'approche. Et quand vous avez accompli la quête, vous avez plusieurs façons de la gérer. Par exemple, vous avez des personnages qui vont vous dire « Ok, voilà, moi je veux que tu me cherches tel objet. Je sais, c'est un objet qui est illégal par rapport à nos règles, mais moi il me serait utile. Alors s'il te plaît, ramène-le-moi, je te récompenserai. » Et dans le même temps, bah, tu vas aller chercher cet objet. Mais une fois que tu l'as trouvé, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu peux très bien décider d'aller voir le chef de la communauté locale en disant, bah tiens, un tel, cet objet, il est interdit, mais un tel, il a voulu quand même le récupérer. Un tel le voulait pour lui, cet objet. Et du coup, il m'a envoyé le chercher. Donc en gros, tu peux faire de la délation. Donc tu peux très bien dire au personnage... Ah putain, on n'est pas sur Gothic 2. Tu peux très bien dire au personnage donc, qui t'a donné la quête, voilà, je te ramène l'objet. Ou tu peux aller voir les représentants locaux de l'ordre, de la loi, et leur dire, bah écoutez, voilà, en fait, un tel, il a voulu que j'aille chercher un truc interdit. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Vous avez, par exemple, dans la Cité du Dôme, un certain nombre de quêtes où il y a des objets de quête que vont vous demander les clercs et les hors-la-loi. Et vous choisissez à qui vous les donnez. Aux clercs ou hors-la-loi. Alors, si vous voulez que la cité reste sous la domination d'une de ces factions, eh ben, à ce moment-là, c'est possible. Vous pouvez faire toutes les quêtes en choisissant les clercs ou en choisissant les hors-la-loi. Ou si vous n'aimez pas cette ville, vous pouvez essayer de faire en sorte que ça soit l'anarchie. Et à ce moment-là, si c'est l'anarchie, la dernière faction, les grands méchants, vont venir plus tard et vont raser la ville. Et tuer tout le monde. Si vous n'aimez pas les gens là-bas, si vous n'aimez pas cette ville, vous pouvez donc y faire toutes les quêtes. La seule chose, c'est que bah, vous ne ferez pas les quêtes pour une seule faction. Vous allez essayer de semer le bordel. Et c'est ça, là où je dis, ce jeu est un vrai jeu de rôle. Vous choisissez. Le destin du monde est littéralement entre vos mains. Hein. Je veux dire, vous avez beaucoup de choix et ces choix ont une influence, mais totalement directe sur le monde. Ce ne sont pas des choix purement cosmétiques, ce ne sont pas des choix histoire de dire qu'il y a des choix. Ce sont des choix vraiment réels.
Va chier le cyclope. Donc ces choix, effectivement, c'est ça qui définit la liberté du jeu. Et la liberté, c'est ça qui fait que c'est un vrai jeu de rôle, finalement. Parce que l'une des caractéristiques essentielles des jeux de rôle, c'est que ce sont des jeux libres. Et bien sur Elex, voilà, il y a cette liberté. Il y a cette possibilité de faire ce que vous voulez, de prendre les quêtes sous l'angle que vous préférez, d'aider les gens que vous voulez aider, de faire en sorte de ne pas aider ceux que vous n'aimez pas, ou de faire des quêtes comment dire, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment vous approcher. Il y a un monde, ça a un petit côté bac à sable d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous avez des quêtes, mais vous les gérez comme vous voulez. Vous les faites pas. Vous pouvez les faire en tuant le PNJ, vous pouvez les faire en sauvant le PNJ. Vous pouvez essayer de balancer les gens qui ne sont pas dans la légalité. Vous pouvez essayer de faire des coups tordus à tout le monde. Vous pouvez essayer d'être un enfant de cœur. Vous faites ce que vous voulez. Et par contre, Elex, il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre. C'est que les 10 premiers niveaux, globalement, il faut aborder le jeu très différemment des autres jeux open world classiques. Parce que votre personnage au départ c'est un tocard, mais c'est un vrai tocard, je veux dire, un vrai de vrai. Donc il sait rien faire, et pour affronter le mob le plus mauvais, le plus faible de l'histoire de l'humanité, eh ben il va quand même en chier parce qu'il sait rien faire. Donc il faut aborder le jeu différemment des autres jeux. C'est un jeu Piranha Bytes, donc au-delà du niveau 12-15, vous allez faire quasiment plus que du bash. Les quêtes ne seront plus vraiment intéressantes comparé à l'XP de bash. Et quand en plus là il y a du respawn, bah, du coup vous faites que du bash. Mais les premiers niveaux, contrairement à d'autres jeux Piranha Bytes, vous allez quand même faire quasiment que de la quête. Et pendant plus longtemps. Et en même temps, le monde est vraiment open. Et vous avez la possibilité de commencer... vous commencez dans cette zone-là, mais si vous voulez partir faire vos quêtes plutôt dans cette zone-là, vous pouvez, dès le début de jeu. Globalement, les quêtes en plus par ici, je trouve qu'elles sont plus faciles à faire. Vous pouvez aller faire des quêtes ici, qui elles, à mon sens, par contre, sont plus difficiles à faire. Mais vous choisissez. Vous n'êtes pas dans un carcan. Et cette liberté, ce côté jeu de rôle, le gameplay est ultra efficace. Hein, là, je vous ai montré quelques combats. Alors, effectivement, on est dans des jeux avec des animations très rigides. C'est du Piranha Bytes, hein, je vous l'ai dit tout de suite. En ce sens, Elex est vraiment un jeu Piranha Bytes bien classique. Mais à mon sens, c'est le meilleur des jeux Piranha Bytes parce que c'est celui qui offre l'expérience jeu de rôle la plus aboutie. Avec Fallout New Vegas, c'est vraiment les deux expériences jeu de rôle les plus abouties que j'ai connues sur des jeux vidéo. Et c'est pas peu dire parce que sur les jeux vidéo, c'est très rare d'avoir des expériences jeux de rôle abouties. Donc, un jeu que je recommande hautement si vous aimez... Alors par contre, je le recommande si vous aimez les jeux vidéo, encore une fois. Si ce que vous aimez, ce sont les jeux d'action ultra dynamiques, ultra... comment dire qui demandent des gros réflexes, enfin... ça va pas forcément être le jeu pour vous. Oui, il y a de l'action hein, sur ce jeu, mais la rigidité des personnages fait que ce ne sera jamais dynamique comme des jeux qui se veulent plus typés Elder Scrolls par exemple. Voilà. Donc vraiment, si vous êtes fan de jeux de rôle et de pur jeux de rôle, parce qu'il y a un lore incroyable à trouver sur ce jeu, il y a une immersion sans égale. Jamais eu une aussi belle immersion que dans ce monde. Vraiment, faites-le. Eh bien, qu'est-ce qu'on va? Bah, Diablo 2, bah oui, parce que on peut pas faire un tour sur les grands jeux sans parler, évidemment, de Baldur's Gate. Ah non. De Diablo 2, bien sûr. Donc là, je vais prendre une sorcière niveau 69, donc avec qui j'ai fini les modes normal et cauchemar. Je pourrais attaquer le mode enfer avec elle. Mais pour les besoins de cette vidéo et juste montrer le gameplay, on va partir en mode cauchemar, l'acte 4. Alors, Diablo 2, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que
c'est en hack and slash. Alors les hack and slash, c'est pas ma tasse de thé. Enfin, c'est pas que... Oui, enfin, j'aime y jouer au hack and slash, mais pas de manière aussi intensive qu'à des jeux de rôle plus classiques. Les hack and slash, pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui sont quand même basés sur une répétition. Et la répétition, à force, ça peut devenir un peu lassant. Alors vous me direz, bah oui, d'ailleurs, parce que là, je vous dis que c'est un des jeux que je recommande le plus de tous les temps en jeu vidéo. Mais j'en ai pas fait de let's play. Bizarre. Mais en fait, c'est pas que c'est fondamentalement bizarre, mais c'est que je pense que les hack and slash ne sont pas des jeux qui réellement se prêtent le plus à commencer à faire des let's play ou ce genre de trucs. Honnêtement, je pense qu'on peut faire des let's play sur des types de jeux, mais pas tellement sur cela. Vraiment, je veux dire, voilà. Et c'est pour ça que, parce que je pense que c'est pas très fun à regarder. Et du coup, effectivement, je fais pas de let's play. Mais cela dit, Diablo 2, pour moi, c'est le meilleur des hack and slash. Pourquoi? Pas parce que d'abord, c'est gameplay typique hack and slash, donc c'est ultra simple, ultra rapide, c'est ultra dynamique. Voilà, les combats durent pas 107 ans, vous tuez des hordes de monstres. Le gameplay est ultra simple. En même temps, il y a quand même suffisamment de richesse sur ce jeu pour le rendre totalement addictif. Et quand j'ai addictif, c'est addictif ce jeu-là. Une fois que vous y êtes, c'est très difficile de le lâcher parce que il y a toujours le ah mais tel monstre peuvent lâcher tel et tel item parce que c'est un hack and slash et que le hack and slash c'est de la course au stuff hein, avant tout, course au stuff et à l'XP. Et forcément, tu as envie d'aller toujours plus loin dans cette course au stuff et à l'XP. Et les monstres meurent tellement facilement que tu n'as pas envie de t'arrêter parce que tu as envie de te dire, allez, un tout petit monstre de plus, tout petit. Et puis, à force de faire un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, un tout petit peu plus, finalement, tu as fait une session de jeu de 3 heures au lieu d'1h30. Alors effectivement, graphiquement, c'est un jeu qui est terriblement daté, hein, bien sûr. Au niveau des résolutions, c'est un jeu qui propose pas beaucoup de résolutions. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas la possibilité de changer la résolution là. Ah si, vidéo. On a 800 par 600 ou on a 480 par 640 par 480. Donc notez que là du coup ça me flingue totalement mon affichage d'enregistrement. Donc moi je m'amuse pas trop à jouer avec les résolutions. Mais vous n'avez pas d'autre chose que ça. Donc c'était vraiment voilà, c'est vraiment du vieux jeu fait pour les vieux moniteurs quoi. Cela dit, voilà, c'est un jeu ultra addictif, c'est un jeu ultra simple, c'est un jeu ultra dynamique. C'est un jeu tellement bien fait. L'histoire, bon, sur hack and slash, on s'en fout un peu de l'histoire. Le gameplay est très bien. En plus, votre personnage, vous avez d'un côté, vous avez des caractéristiques, vous gagnez des points de caractéristiques à chaque niveau pour booster vos caractéristiques. Et vous avez des arbres de compétences. Donc, vous avez 3 arbres de compétences pour vos classes. Et vous allez choisir une spécialisation. Sauf que d'ici la fin du jeu, il faut choisir au moins 2 types de dégâts. Parce que les monstres vont commencer à avoir beaucoup d'immunité, donc il faut avoir vraiment plusieurs types de dégâts. Et vous construisez votre personnage. Aujourd'hui, Diablo 2, il y a un système de respécialisation si jamais vous avez fait de la merde avec votre personnage. À l'époque, il n'y avait pas de spécialisation. Si vous avez fait de la merde avec votre personnage, il fallait recommencer tout à 0. Donc techniquement, vous alliez... et ça arrive à tout le monde, hein, monter un perso niveau 60, finir les 2 premières difficultés du jeu. Parce que même avec un perso mal gaulé, c'est possible de les finir. Et vous arrivez en enfer et vous ne tuez personne. Et vous êtes bloqué parce que votre personnage n'est pas correctement... genre lui, par exemple, il est tout à fait immunisé au froid. Alors qu'est-ce qu'on a contre lui? Il est où, Météore? Je
te tank et tu meurs. Voilà. Donc, nécessité effectivement de bien développer son personnage, mais c'est plus tellement le cas. Donc du bon hack and slash, un gameplay bien nerveux comme il faut, un gameplay bien rapide, bien dynamique, un côté addictif ultra bien géré par le fait que il y a beaucoup de loot et il y a beaucoup d'objets de set, il y a beaucoup d'objets uniques et donc l'envie de farmer les boss, l'ombre de Meth Run et de Ball Run que j'ai pu faire dans ma vie, c'est voilà. Donc vraiment ce côté toujours addictif, toujours je veux plus de stuff, je veux plus d'XP, je farm, je progresse, je développe mon personnage, je deviens plus fort et en même temps je me stuff et je peux aller tuer plus facilement les boss pour mieux les farmer, pour mieux avoir du stuff. On est vraiment sur du gameplay ultra classique, sur un hack and slash, mais autant avec cette direction artistique réaliste et très sombre. Et avec en même temps ce côté ultra addictif et le fait que tous les mécanismes soient parfaitement huilés, parfaitement maîtrisés, avec des décors tout à fait somptueux, comme par exemple l'acte 2 qui se passe dans le désert. Donc ce sont des très jolis décors, des ennemis qui ont de la gueule et qui sont pas faciles à tuer. Vraiment un très bon jeu et certainement le meilleur hack and slash que j'ai joué. Il y a Titan Quest, Path of Exile, Grim Dawn qui sont pas loin en termes de qualité, mais définitivement le numéro 1 ça restera toujours Diablo 2. Alors, en 9e et avant-dernier jeu, je vais donner entre guillemets la parole à un deuxième jeu certainement du studio dont j'apprécie le plus les jeux de ces dernières années, c'est Piranha Bytes. Et en l'occurrence c'est Gothic 3. Alors je sais que ça va laisser pas mal de monde sceptique que je recommande Gothic 3 en particulier, alors que pour beaucoup de puristes, Gothic 1 et Gothic 2 sont largement supérieurs. Il y a une raison à laquelle je recommande Gothic 3, c'est qu'aujourd'hui, pour 99,9% des joueurs Gothic 1 ou Gothic 2 seraient absolument rédhibitoires à cause de leur gameplay. Donc Gothic 2, j'en fais une playlist, enfin un let's play. Le let's play d'ailleurs terminé. J'ai fini le jeu, 55 épisodes, et j'explique assez, enfin j'espère en tout cas assez bien, pourquoi pourquoi je pense que le gameplay n'est pas du tout adapté aux choses et au jeu actuel. Donc Gothic 3, c'est du jeu open world, totalement open, un jeu gigantesque, en 3 zones clairement, le désert, une zone tempérée et la neige. Vraiment 3 zones clairement définies, et ils sont vraiment immenses. Avec une histoire qui est totalement dans la continuité des 2 premiers Gothic. Donc c'est sûr qu'avant de jouer à Gothic 3, le plus simple c'est d'avoir commencé par jouer à Gothic 1, voire même Gothic 2, parce que voilà. Honnêtement, les décors, je les trouve jolis. Alors certes, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Hein. Regarde, cette chute d'eau, elle n'est pas magnifique sur le plan technique. Mais moi, je trouve qu'il y a une direction artistique qui est très belle. Et c'est encore un monde dans lequel il est tout à fait possible de s'immerger. Et encore une fois, l'immersion, la liberté et l'ambiance générale qui se dégage de ce monde. Même si là j'ai des frises parce que voilà, je viens de charger. Mais tout ça sont des points pour moi qui sont essentiels. Alors vous voyez l'arbre devant, la manière dont il se tord, c'est un peu louche. Donc effectivement, si vous cherchez les plus beaux graphismes de l'univers, c'est sûr que je n'ai pas fait pour vous. Si vous cherchez une expérience d'immersion avec un monde libre, gigantesque, ouvert, un jeu qui est absolument pas linéaire du tout, dans lequel c'est un petit côté sandbox, c'est-à-dire
vous allez où vous voulez. Et alors c'est moins jeu de rôle que Elex, mais les jeux gothiques, parce que j'aurais pu mettre Gothic 2 tout aussi bien à la place du Gothic 3, hein, si au niveau technique il avait été moins rédhibitoire pour la majorité des gens aujourd'hui. Gothic 3, donc vous incarnez ce héros sans nom qui parcourt, là en l'occurrence Myrtana, pour... je ne vais pas vous dire pourquoi. Mais voilà, donc du gameplay assez simple. En termes de gameplay, on est sur du gameplay... je vous ai montré Elex peu de temps avant. C'est un gameplay un peu dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire ça se veut un petit peu action, mais en même temps c'est relativement rigide. Bon, c'est un peu moins rigide qu'Elex. Mais ce sont les mécanismes typiques des jeux de Piranha Bytes. Donc ce sont des jeux qui marchent très bien. Les mécanismes, une fois que vous les avez intégrés, sont tout à fait bons. Ils fonctionnent très bien. Ils permettent effectivement de bien se promener dans l'univers. Ils permettent d'avoir plus de 100, 150, voire 200 heures de jeu à explorer ce continent. Alors, vous allez affronter régulièrement des monstres divers et variés, des animaux parfois. Là-bas, nous avons un lièvre. Bon, c'est pas vraiment un ennemi, le lièvre. Là-bas, il y a un lézard, c'est pas un ennemi non plus. Ici, il y avait des sangliers que j'ai déjà tués. Et vraiment, pourquoi est-ce que je recommande ce jeu? Parce que, là encore, si vous êtes sur les mondes ouverts, si vous aimez les jeux de rôle libres, et l'un des grands intérêts, c'est que sur ce jeu, là regardez, je suis niveau 42, je dois avoir à peu près 40 heures de jeu. C'est-à-dire qu'en moyenne, je fais un niveau par heure. Et j'aime beaucoup, j'ai déjà dit, mais j'aime beaucoup les jeux de rôle sur lesquels on gagne régulièrement des niveaux parce que c'est gratifiant. Même si le changement de niveau ne change pas forcément grand-chose, c'est gratifiant de se dire qu'on a gagné un niveau. C'est con, hein, mais voilà. Et au final, j'ai vraiment rien à reprocher à ce jeu, je veux dire. La direction artistique est belle, la liberté est belle, il y a beaucoup de quêtes. Alors certes, les quêtes sont plutôt basiques, va tuer tel ennemi, va ramener je ne sais pas, tel objet, ou voilà. La seule chose, le seul reproche qu'on préfère à Gothic 3, c'est son gameplay en combat. Contre les humanoïdes, c'est du spam clic gauche. Parce que quand tu es au corps à corps avec un humanoïde, si c'est pas un archer, s'il y a des archers, vous mourrez. Hein. Là, clairement, voilà. Mais s'il n'y a pas d'archer, son gameplay, il est ultra simple. Spam clic gauche. Alors, on pourra reprocher ce gameplay. Mais en même temps, le combat, c'est du combat typique. Voilà, Piranha Bytes. Et comme dit, c'est un jeu, il y a énormément à explorer. Alors, je vais peut-être vous montrer la carte. Bon, ça ne vous parlera pas si je vous montre la carte. Mais... donc la carte du monde, elle est là. Depuis tout à l'heure, j'ai fait ça, n'est-ce pas? Et en fait, il y a tellement de choses. Des cavernes, des grottes, des coffres à trouver, des monstres à chasser, des corniches, des ça. Il y a tellement de choses à faire. Sur cette partie, je suis depuis plus de 40 heures et j'ai pas fait le tiers du quart de la partie. Je veux dire, c'est vraiment un jeu qui est grand. Donc si vous aimez les jeux de rôle, avec un gameplay qui se passe plutôt bien, avec pas mal de quêtes, avec une grande liberté d'action, avec un monde énorme à explorer, à découvrir, parce que c'est beaucoup d'exploration, c'est beaucoup de découvertes, alors ce jeu, il est fait pour vous. Et vraiment, ça c'est une généralité, je veux dire, j'aurais pu mettre n'importe quel jeu Piranha Bytes plutôt que Gothic 3, parce que tous les jeux Piranha Bytes sont vraiment super bien faits. Alors ce sont des jeux qu'il faut apprivoiser en termes de gameplay.
Parce que les gameplays sur les jeux Piranha Bytes sont toujours un peu spéciaux. Mais si vous commencez à apprivoiser le gameplay, alors vous allez vraiment, vraiment apprécier ce jeu. Mais je vous dis, hein, essayez-le. Vraiment, si vous êtes fan de monde open world, vous allez me dire, ouais, mais il y a Skyrim qui est open world. Il y a Skyrim. La différence de Skyrim, c'est qu'il y a un semblant de... il y a un semblant de... Comment dire, de level scaling, et ça je déteste. Et en plus, il n'y a pas cette variation dans les monstres, dans les donjons. Sur Gothic 3, il y a peut-être un peu moins de donjons. Il y a clairement moins de donjons. C'est beaucoup plus en extérieur. Mais du coup, il y a cette ambiance. Là, vous êtes au milieu de ce monde. Quand vous êtes à Myrdana, c'est verdoyant. Vous avez le bruit de l'eau, du vent. C'est agréable. Moi, ce genre d'ambiance, ça me détend. Et c'est vraiment un jeu qui est extrêmement riche. Et c'est un jeu sur lequel vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de loot à faire, du craft, beaucoup de quêtes à obtenir, des objets uniques. Voilà quoi, c'est un jeu très riche. Et vraiment, je ne saurais que trop vous le recommander. Encore une fois, à condition d'être fan de jeux open world. Hein. Si vous n'aimez pas les jeux de rôle open world, c'est pas la peine d'essayer ce jeu, vous ne prendrez pas de plaisir dessus. Hein. Mais meurt la mouche là. Donc c'est pas un jeu facile, hein. Croyez pas. Hein. Mais c'est ça aussi qui est bien avec les jeux Piranha Bytes, ce ne sont pas des jeux faciles. C'est typiquement un jeu qui vous prend pas la main. Il n'y a pas d'indication sur la carte, sur où aller pour faire les quêtes. Et la quête principale peut être assez compliquée. Donc vraiment, si vous aimez les jeux un peu old school, mais en même temps très open et très libre, voilà. Ce Gothic 3 est fait pour vous. Honnêtement, vraiment, je le préfère largement à un Elder Scrolls. Les Elder Scrolls ont un système de combat plus dynamique, mais ils n'ont pas je trouve que les Elder Scrolls n'ont pas la richesse du monde des jeux Piranha Bytes, et ils n'ont pas le système de développement de personnages, ils n'ont pas le gameplay qui fait la force aussi de ces jeux-là. Le système de développement de personnages est vraiment bien, il est addictif, il est très gratifiant. Sur Elder Scrolls, il est sympa, mais ouais, pour moi, c'est pas aussi bon que sur un Gothic. Voilà. Et enfin, on va terminer cette vidéo sur mes 10 jeux préférés de tous les temps par, bien sûr, Baldur's Gate. Parce que, à un moment donné, quand même, il faut se souvenir que Baldur's Gate a été l'un des précurseurs des jeux modernes. Ça a été le premier des jeux de l'Infinity Engine qui nous ont donné 5 jeux absolument formidables. Enfin, non, oui. On va dire 4 jeux absolument formidables et un jeu que j'ai pas aimé. Donc les deux Baldur's Gate, Planescape Torment, le premier Icewind Dale, que j'ai trouvé vraiment tout ça très bien. Et un jeu que j'ai pas aimé, le deuxième Icewind Dale. Bon. Donc là, part sur l'Enhanced Edition. Baldur's Gate, bah c'est quoi? S'il y a des gens qui ne savent pas, c'est un jeu de rôle donc, qui se passe dans un univers de Donjons et Dragons. Advanced Dungeons and Dragons. Et vous incarnez donc un groupe de personnages dont le personnage principal est traqué depuis le début du jeu par des assassins. Et vous ne savez pas pourquoi vous êtes traqué. Et vous allez devoir l'apprendre, le découvrir. Donc votre personnage va recruter un groupe avec lui. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi on vous en veut, pourquoi on veut vous tuer. Et ça aura des répercussions sur absolument toute la partie en fait.
toute la partie, vous allez vous la passer à vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Sur le premier Baldur's Gate, vous ne savez pas pourquoi on vous en veut. Donc avec une présentation un petit peu particulière. Alors, donc ce Baldur's Gate, c'est... Ouais, on peut pas ouvrir. Donc c'est vraiment du Donjons et Dragons. Hein. Donc vous allez avoir un gameplay qui va être assez simple. Donc cette sauvegarde est peut-être pas la plus parlante. Parce que j'ai pas une sauvegarde quelque part en extérieur. Voilà, une sauvegarde en extérieur sera peut-être plus simple. Donc, la force de Baldur's Gate, et ce pourquoi je l'ai choisi lui plutôt que Baldur's Gate 2, c'est que c'est un jeu qui est basé beaucoup sur l'exploration. Vous allez avoir comme ça des cartes en extérieur. Donc vous avez la carte du monde, donc la côte des épées. Et vous avez donc un certain nombre de zones. Ces zones, il y en a beaucoup qui sont optionnelles. Et c'est vous qui décidez de les explorer. Et donc vous allez faire beaucoup d'exploration. Les autres, enfin Baldur's Gate 2, il y a moins d'exploration, il y a très peu d'exploration, en vérité. C'est beaucoup d'aventures urbaines. Vous sortez éventuellement pour faire quelques donjons. Et après, c'est un truc très linéaire. Il n'y a pas vraiment d'exploration sur Baldur's Gate 2. Et moi, je suis fan de liberté et d'exploration. Et donc, forcément, le Baldur's Gate 1, vous êtes libre. Il y a en tout une quarantaine de zones à l'extérieur de la ville, de la porte de Baldur. Et vous les explorez comme vous voulez. Alors, évidemment, les zones avec des araignées sabres, vous y allez pas avec des personnages de niveau 2. Sinon, ça ne passera pas. Par contre, effectivement, vous êtes relativement libre. Je veux dire, par exemple, là, on regarde sur la carte. Toute la zone là au sud, avec des personnages niveau 1 ou 2, ça passe. Donc, vous avez un nombre énorme de zones disponibles à chaque niveau. Et c'est vous qui décidez quelles sont les zones où vous allez, plutôt que... Est-ce que vous allez plutôt sur une zone, plutôt sur une autre. Et du coup, bah, vous vous promenez et vous voyez, là, par exemple, on a un ours. Yes. On va demander à Kivan de pouler cet ours. On va demander à notre personnage principal d'y aller. Alors, je garde l'ours en vue, en mire. Toi, tu vas le taper. Non, tu vas pas lui parler, tu vas le taper. Donc, au niveau du combat, c'est de la pause active. Donc, très bon système de combat parce que sinon, c'est très vite bordélique ce genre de jeu. Donc, le jeu se met en pause automatiquement. Ou vous le mettez en pause quand vous le souhaitez. Et hop, donc tout le monde va taper sur cet ours. Et donc, effectivement, on est sur ce système un peu bâtard, c'est-à-dire on n'est pas sur du comment dire, du temps réel. Enfin, normalement on est sur du temps réel, mais on peut mettre la pause pour passer dans une espèce de pseudo tour par tour. C'est pas vraiment du pseudo tour par tour, vous pouvez prendre le temps de donner à des ordres à vos personnages, parce que vraiment sinon le système de combat Donjons et Dragons, c'est un système de combat qui porté sur ordinateur peut devenir ultra bordélique et donc ressembler à rien. Mais l'Infinity Engine réussissait à rendre ce système compréhensible, maîtrisable. Et même si les combats ont parfois l'air un peu confus, vous arrivez toujours à donner des ordres. Et vous avez des options de pause automatique. Donc là, et vous choisissez, par exemple, vous pouvez mettre une pause automatique à la fin de chaque round. Donc à chaque round, vous donnez une action à votre personnage. Et à la fin du round, le jeu se met automatiquement en pause. Et là, vous redonnez des actions à vos personnages. Donc si vous préférez faire quelque chose qui ressemble plus à du tour par tour,
bah, du coup, c'est pas du tour par tour parce que tout le monde va agir en même temps. Mais à la fin de chaque round, le jeu se met en pause et vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux actions que vous allez faire à vos personnages. Donc un système de combat qui est parfaitement bien pensé. Pour moi, ça c'est l'une des grandes forces de ce jeu. Les jeux Infinity Engine ont un très bon système de combat. Et pourtant, Dieu sait que les systèmes Donjons et Dragons n'est pas tellement un jeu qui va se prêter comme ça à des combats massifs. Puisque si on regarde... alors, je sais plus où sont les informations. Voilà. Lui, par exemple, depuis le début du jeu, là, on est relativement pas très avancé sur le jeu. Il a déjà tué 124 personnes. Il est niveau 2-3. Donc, on est, en termes d'XP, là, on est à 7000 XP de fait sur un jeu qui a 160 000 XP. Vous voyez, donc on est vraiment au tout début de jeu. On a déjà lui, il a déjà tué plus de 124 personnes. Donc, il y a un nombre très important de combats. Et ADD n'est pas vraiment fait pour avoir un système de combat assez souple et assez rapide et assez ça pour nourrir tout ça. Donc il faut que le système de combat, la retranscription sur jeu vidéo soit intéressante. Et là, en l'occurrence, elle l'est. Et Baldur's Gate propose, en plus d'une aventure épique, véritablement épique, parce qu'à la fin de Baldur's Gate, vous pouvez importer vos personnages dans Baldur's Gate 2, pour suivre la suite de l'aventure avec le même personnage principal et faire ensuite Throne of Ball pour avoir la totalité de la saga. Donc Baldur's Gate, c'est une quarantaine d'heures. Baldur's Gate 2, ça prend autant. Et en tout, la saga, il y en a pour 100 à 120 heures. Donc c'est quand même assez long. Et vous avez vraiment tout le développement de l'histoire avec un personnage qui commence à zéro et qui arrive par être potentiellement un dieu. Et là, donc, on est vraiment sur une histoire qui est excellente. La qualité d'écriture est tout à fait correcte, même si cette histoire ne révolutionne pas le genre, elle est intéressante et vous avez envie d'aller au bout, notamment sur le premier Baldur's Gate, et c'est pour ça que j'ai choisi, parce que sur le premier Baldur's Gate, vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas pourquoi on vous en veut, et vous nagez en plein brouillard, et en même temps vous allez explorer le monde, et le monde est grand, et vous choisissez votre destinée en gros, vous choisissez où vous allez. Et cette possibilité d'explorer le jeu et d'être relativement libre, ça, c'est bien. Les ambiances musicales sont vraiment géniales. Vraiment, c'est un excellent jeu de rôle. Alors, jeu de rôle, attention, hein, n'oubliez pas que votre histoire elle est déjà toute tracée, donc vous n'avez pas de choix à faire quant à votre histoire. C'est relativement scénarisé, mais ça reste quand même... du Donjons et Dragons, donc forcément du jeu de rôle quoi. Voilà, donc si vous aimez les jeux où il faut explorer, où l'histoire est très forte, où le gameplay est plutôt réussi, même très très réussi, et qui en plus peuvent vous rappeler votre jeunesse si vous avez fait du Donjons et Dragons en jeu de rôle sur table, forcément cette adaptation là, l'Infinity Engine, et en particulier le tout premier Baldur's Gate, pour moi, c'est la quintessence de tout ça. Voilà. Donc, je fais un petit tour rapide sur les 10 jeux que, à cette date, j'ai le plus envie de recommander. Il y en a quand même un certain nombre pour lesquels j'ai proposé soit un let's play complet, soit au moins une ébauche de let's play avec quand même un certain nombre d'heures sur ma chaîne. Mais vraiment, s'il y a des jeux que je dois garder avec moi tout le temps, ce sera au moins ces 10-là, ça c'est sûr. Voilà, mais écoutez, on se retrouve bientôt pour... continuer un let's play et je vous dis à bientôt tout le monde, ciao.